Depuis que je suis enfant, mon rêve a toujours été de devenir pilote. J'ai une passion dévorante, indomptable pour le vol. Quand je vois un oiseau voler au-dessus de moi, j'ai juste envie de faire comme lui. Je m'appelle Eduardo Zanon. Dans mon travail, je cherche à comprendre les manuscrits de Léonard de Vinci sur l'étude du vol. C'est une magnifique journée pour voler. C'est extraordinaire. Léonard a été l'un des premiers à s'inspirer directement de la nature. Je vois un animal, je peux le copier et je peux m'en inspirer pour créer des machines. Malheureusement, il faut reconnaître qu'aucune des machines volantes de Léonard n'était capable de voler. Le problème avec Léonard, c'est qu'il avait des intuitions brillantes, mais il n'avait pas compris toute la magie et les secrets du vol. Voler. Dans la nature, ce mode de locomotion est le plus complexe de tous. Insectes, ptérosaures, oiseaux ou chauves-souris, leur prouesse défie la science depuis des siècles. Quand on voit ça, on se dit que c'est impossible. Il ne devrait pas être capable de voler comme ça. Il y a encore quelque chose de profondément mystérieux dans le vol des animaux. Avec les nouvelles techniques d'imagerie, de modélisation et de robotique, les chercheurs éclairent d'un jour nouveau les mystères du vol animal. Nous pouvons entrer dans le monde de ces animaux et les étudier d'une façon qui était tout simplement impossible il y a 10 ou 20 ans. Nous avons fait d'énormes avancées. On a enfin de véritables données quantitatives. Ces connaissances écrivent une nouvelle page de l'histoire de l'aéronautique, inspirée par la nature. Arriverons-nous alors à imiter les animaux pour concevoir des machines volantes plus performantes et plus économes? Les scientifiques du XXIe siècle réaliseront-ils le rêve de Léonard de Vinci? Pour comprendre comment les animaux volants se déplacent dans les airs, il faut d'abord remonter le temps et s'intéresser aux premiers êtres à avoir conquis le ciel, les insectes. Je m'appelle Anne Miller et je suis paléontologue et géologue au Parc national du Grand Canyon. Ce que je préfère au Grand Canyon, c'est qu'à chaque fois que j'observe une formation rocheuse, je peux m'imaginer à l'époque où cette strate s'est formée. Ces couches de roches composent un livre sur l'histoire de la vie et chaque chapitre révèle quelque chose sur l'évolution du vivant. Pour Anne Miller, le chapitre le plus fascinant raconte un temps où les insectes étaient les seuls maîtres du ciel, il y a près de 300 millions d'années. Anne et sa collègue Michaela se rendent sur un site de fouilles à la recherche de fossiles. Nous espérons trouver des fossiles d'insectes, mais c'est très rare. De nouveaux fossiles nous permettraient d'en savoir plus, non seulement sur l'évolution des insectes, mais aussi sur l'évolution du vol. Cet affleurement a l'air pas mal. Au début du XXe siècle, une aile d'insecte superbement préservée dans la roche
a été mise au jour ici. Anne fait découvrir à Michaela ce fossile vieux de 285 millions d'années. C'est génial. On voit toutes les nervures de l'aile. J'adore. Cet insecte géant faisait la taille d'une mésange. Il appartenait au groupe des méganeurides, de lointaines cousines des libellules. Comme elles, il volait en battant des ailes. Étudier ce spécimen, c'est très important, parce qu'il marque en quelque sorte les premiers succès du vol battu chez les insectes. La méganeuride du Grand Canyon a disparu depuis des millions d'années. Mais les paléontologues ont une méthode pour connaître ses capacités de vol. Comme l'organisation des nervures de cette aile est très proche de celle de la libellule actuelle, nous estimons que le vol de la méganeuride était similaire à celui de la libellule. Et donc, nous savons que les méganeurides étaient très rapides, qu'elles pouvaient faire du surplace ou des virages serrés. Ces insectes étaient vraiment doués pour le vol. À leur époque, ils étaient les véritables maîtres du ciel. Ce vol très efficace était possible grâce à la forme des ailes. Ce qui est intéressant avec la structure de l'aile de cette méganeuride, c'est qu'en fait, l'aile est plus épaisse à l'avant et que les nervures deviennent parallèles vers le bord de fuite, exactement comme les ailes d'un avion. Et ça rendait l'insecte très aérodynamique. Très tôt, la nature a inventé une aile profilée, que l'on retrouve encore aujourd'hui chez tous les animaux volants. Au début du XVIe siècle, Léonard de Vinci relève cette forme singulière chez les oiseaux. Léonard dessine le profil d'une aile d'oiseau. Il dessine deux flux d'air, un au-dessus de l'aile, l'autre en dessous. Il commence à comprendre que quelque chose de magique se produit dans cette zone-là. En fait, comment dire, il est déjà en train de poser les bases de ce qu'on appellera plus tard l'aérodynamique. Aujourd'hui, les connaissances en aérodynamique permettent de comprendre pourquoi les animaux volants ont développé cette forme particulière. Elle offre la meilleure pénétration possible dans l'air. Dans cette configuration, l'air, représenté par ces lignes, s'écoule de façon régulière autour de l'aile. Si la partie épaisse de l'aile se trouvait à l'arrière, des turbulences se formeraient dans son sillage et freineraient l'animal. À l'époque des méganeurides du Grand Canyon, d'autres insectes volants peuplaient la Terre. Anne Miller poursuit ses recherches dans l'espoir de documenter le foisonnement précoce des insectes ailés. Le développement de l'aile a été un moment très important dans l'évolution des insectes. Nous voyons dans le registre fossile que lorsque les premières ailes font leur apparition, elles déclenchent une explosion de la diversité chez les insectes. Les insectes volants sont le groupe d'animaux le plus diversifié de la planète. Un formidable succès évolutif rendu possible par la maîtrise du vol dit actif ou vol battu. Un vol reposant sur le battement des ailes. Le vol actif est pratiqué par la majorité des animaux volants. Mais battre des ailes demande des efforts prodigieux. Comment la nature a-t-elle fabriqué des animaux capables de se déplacer ainsi avec autant d'aisance ? Pour le savoir, il faut s'intéresser à la plus frappante des évolutions, celle des oiseaux.
À Chicago, le Field Museum est reconnu pour ses recherches sur l'évolution des animaux. La paléontologue Jingmei O'Connor est l'une des meilleures spécialistes de l'origine du vol chez les oiseaux. Les oiseaux sont des créatures incroyables. C'est l'un des groupes d'animaux les plus modifiés de la planète. Je veux dire, ils sont tellement modifiés pour les besoins du vol que pendant longtemps, nous n'avons même pas vu que c'était des reptiles. Des reptiles customisés par la nature pour les besoins du vol. Découvrir cette métamorphose nécessite de revenir à l'époque où les dinosaures régnaient sur la Terre. Voici Sue, la T-Rex. C'est le squelette de tyrannosaure adulte le plus complet au monde. Il a environ 68 millions d'années. Les T-Rex, comme Sue, sont les lointains cousins des aigles, des pigeons ou des hirondelles. Tous les oiseaux sont en fait des dinosaures, les seuls ayant survécu à la 5e extinction de masse. Les tyrannosaures et les oiseaux ont un ancêtre commun qui vivait il y a 170 millions d'années. On ne sait pas exactement à quoi ressemblait cet animal, mais on sait qu'il était bipède. Donc un animal qui se déplace en marchant, certainement pas en volant. Il était plus gros que ça, mais plus petit qu'un T-Rex. L'ancêtre des oiseaux était donc un dinosaure marcheur. De cet animal aux oiseaux d'aujourd'hui, il aura fallu au fil du temps une série de modifications phénoménales. Une évolution que Jingmei O'Connor retrace grâce aux fossiles. Quelles sont ces transformations qui ont rendu possible le vol battu? L'histoire des oiseaux prend racine il y a plus de 230 millions d'années, au sein d'un groupe de dinosaures bipèdes appelé théropodes. Il y a 150 millions d'années, une lignée de petits théropodes développe de longs bras, sur lesquels poussent de grandes plumes. Ce sont les tout premiers oiseaux. Leurs ailes archaïques n'assurent qu'un vol plané rudimentaire. Avec le temps, les os de la queue disparaissent. Le corps est plus ramassé. Mais surtout, les os de l'aile se renforcent. Ils forment une structure solide capable de résister aux contraintes des premiers vols battus. Il y a 50 millions d'années, l'oiseau moderne fait son apparition. Pour voler, il peut compter sur un moteur puissant, d'énormes muscles pectoraux pour battre des ailes plus fort et plus longtemps. Des dizaines de millions d'années auront donc été nécessaires pour assembler tous les rouages du vol actif. Pour voler, les muscles des oiseaux ont besoin de beaucoup de carburant, du sucre, de la graisse et de l'oxygène. Comment ces animaux fournissent-ils à leur corps des quantités massives d'oxygène? Le système respiratoire des premiers oiseaux est longtemps resté un mystère. Jingmei O'Connor a récemment levé le voile sur ce pan méconnu de l'évolution. Je dirais que pour comprendre comment ces animaux se sont adaptés pour le vol, les modifications des organes sont plus importantes que les transformations du squelette que les paléontologues étudient habituellement avec les fossiles. Le problème, c'est que ces tissus mous sont très difficiles à étudier. Leur fossilisation est un phénomène extrêmement rare. Jingmei a eu la chance de travailler sur ce spécimen. Un Archaeorhynchus, vieux de 128 millions d'années. Un fossile à l'état de conservation inégalé. C'était vraiment bizarre. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Nous voyons que ce tissu forme deux structures jumelées et qu'il est enfermé dans la cage thoracique. C'est dans la zone pulmonaire. Ça pourrait bien être les poumons. Nous avons donc voulu approfondir les recherches sur cet étrange tissu en utilisant un microscope électronique à balayage. L'appareil dévoile les ressorts cachés
de la machine à voler. Ce que nous avons trouvé est vraiment cool. C'est ce que vous voyez ici. Ce sont les tissus des poumons qui ont été fossilisés. Ce sont les plus anciens poumons d'oiseaux jamais découverts. Le cliché dépasse les attentes de Jingmei. Il révèle une structure beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Les poumons de cet oiseau sont extrêmement ramifiés. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une multitude de petites poches. Et ça augmente la surface des poumons. Et cette surface est l'endroit où l'oxygène est absorbé. Donc, si vous augmentez la surface, vous augmentez la quantité d'oxygène que le tissu pulmonaire peut capter. L'apparition de ces super poumons permet ainsi de soutenir l'énorme effort du vol actif. Mais cette transformation n'explique pas pourquoi une lignée de dinosaures ailés a abandonné la marche. Et c'est l'observation des très jeunes oiseaux d'aujourd'hui qui apporte des réponses. Faute de pouvoir étudier des dinosaures du Jurassique, des chercheurs des universités du Montana et de Californie ont examiné la locomotion des oisillons. Pour ces chercheurs, il y a une analogie entre les petites ailes des jeunes oiseaux et les protoailes de leurs lointains cousins dinosaures. Ce qu'ils ont découvert, c'est que même les très jeunes oiseaux utilisent le battement des ailes. Ils s'en servent pour monter des pentes. On voit comment une aile trop petite pour le vol peut quand même être un avantage pour la locomotion terrestre. Les scientifiques pensent que ce comportement a aussi pu être adopté par les dinosaures ailés avant l'apparition du vol. Les espèces qui maîtrisaient cette forme de locomotion avaient un avantage évolutif. Elles pouvaient accéder à de nouveaux espaces. Ce type de comportement a en quelque sorte ouvert une nouvelle niche écologique pour les premiers dinosaures avec des protoailes. Et c'est pour mieux profiter de ces espaces en hauteur que ces dinosaures ont développé le vol. Les travaux des paléontologues montrent à quel point la nature optimise le corps des animaux pour les arracher à la gravité. D'autres scientifiques, à la frontière de la biologie et de l'ingénierie, s'intéressent aux principes physiques du vol animal. Ils veulent comprendre comment le battement des ailes permet aux animaux volants de se maintenir en l'air. Une question que Léonard de Vinci se posait déjà à la fin du XVe siècle. Il y a une très belle citation de Léonard de Vinci qui dit que pour comprendre le vol, il faut comprendre la dynamique de l'air. L'idée de cette interdépendance, de cette dépendance des oiseaux au mouvement de l'air, quand j'ai découvert ça, ça m'a complètement fascinée. Et depuis, je travaille sur le vol. Émilie Shepard conduit ses recherches à l'université de Swansea, au pays de Galles. Elle prépare la pigeonne Doogie pour un vol expérimental en plaçant sur son corps des repères adhésifs. T'as l'air en forme, Doogie. La chercheuse veut savoir comment l'interaction entre l'air et les ailes de Doogie permet à la pigeonne de lutter contre la gravité. En mesurant les mouvements de ces marqueurs, nous pouvons enregistrer le mouvement des ailes. Ça nous aide à comprendre comment l'oiseau se déplace et comment il maintient son altitude. Pour suivre précisément le vol de Doogie, Émilie ne va pas la lâcher dans la nature, mais la faire voler en laboratoire. Pour cela, la chercheuse peut compter sur une installation exceptionnelle. Une machine de 20 tonnes, capable de souffler de l'air à très haute vitesse. C'est vraiment une chance d'avoir cette soufflerie pour étudier le vol.
Nous essayons de fournir un cadre de référence en conditions contrôlées pour mieux saisir comment volent les oiseaux. La soufflerie fonctionne comme un tapis roulant pour oiseaux. Dougie fait face à un vent soufflant à 50 km/h. L'exercice dure quelques minutes, pendant lesquelles la pigeonne bat des ailes pour maintenir sa position. Les mouvements de l'oiseau sont enregistrés avec une grande précision. Nous projetons de la lumière infrarouge dans la zone de vol. Il y a 7 caméras qui captent tout ce qui réfléchit cette lumière. Pour cette expérience, les caméras voient les marqueurs que nous avons mis sur les ailes de Dougie et elles enregistrent les positions de ces marqueurs 200 fois par seconde. Nous avons donc beaucoup de données et nous pouvons étudier le mouvement de ces ailes avec un très haut niveau de détail. Une fois le vol terminé, Emily Shepard visualise l'enregistrement. Voici une capture des mouvements de Dougie en vol dans la soufflerie. Nous pouvons obtenir toute une gamme de paramètres à partir de ces données. Mais 2 des éléments clés qui nous intéressent sont la fréquence et l'amplitude du battement des ailes. Ces données offrent à Emily une meilleure compréhension du vol de Dougie. Pour se maintenir en l'air, les animaux doivent contrecarrer leur propre poids. Face à cette force d'attraction terrestre, le secret des animaux volants repose sur le principe physique d'action-réaction. Toute action entraîne une réaction identique dans le sens opposé. Ainsi, lorsqu'ils abaissent leurs ailes, les animaux volants déplacent un grand volume d'air vers le bas. En réaction, l'air produit sur les ailes une force orientée vers le haut, appelée portance. En voiture, quand nous mettons la main à la fenêtre, nous ressentons aussi cette force. Quand la voiture avance, si vous inclinez votre main, elle dévie l'air vers le bas et vous pouvez sentir que votre bras commence à monter. C'est parce qu'en déviant l'air vers le bas, vous générez une réaction égale et opposée. Vous générez de la portance. Le principe d'action-réaction n'explique pas à lui seul le vol de tous les animaux volants. Il existe, chez certaines créatures, des mécanismes qui, jusqu'à récemment, restaient inexpliqués. On sait depuis au moins un siècle que si nous appliquons la théorie aérodynamique standard au vol des insectes, ça ne marche pas. Chez les insectes, un simple battement d'ailes ne produit pas suffisamment de portance. D'autres phénomènes aérodynamiques sont en jeu. Les insectes volent depuis 350 millions d'années. Les humains, en revanche, ne volent que depuis environ 100 ans. Nous avons beaucoup de retard sur les insectes, et ils ont beaucoup à nous apprendre. À l'issue de 40 ans de recherche, les scientifiques sont aujourd'hui en mesure de mieux saisir le monde minuscule des insectes volants. Je m'appelle Simon Walker et je suis chercheur en biomécanique comparée à l'université de Leeds, au Royaume-Uni. Chaque fois que je vois un animal voler ou adopter un comportement inattendu, je trouve ça incroyable et je veux savoir comment ça fonctionne. Depuis 10 ans, Simon consacre tous ses efforts à l'étrange vol du moustique. Comparés aux autres insectes, les moustiques ont un vol vraiment inhabituel. Ils ont des ailes très longues et fines et ils les battent à des fréquences très très élevées. Dans certains cas, plus de 1000 Hz, c'est-à-dire plus de 1000 fois par seconde. C'est bien plus élevé que chez les autres insectes de taille comparable.
En plus de ça, ils battent des ailes d'avant en arrière, avec une toute petite amplitude. En théorie, cette très faible amplitude ne produit pas assez de portance. Le moustique serait donc incapable de voler. C'est ce que l'on appelle le paradoxe du moustique. Pour le résoudre, l'équipe de Simon Walker a recours à un dispositif unique au monde. Salut Rachel. J'ai des moustiques mâles prêts à voler. Ils ont l'air en forme. Les caméras sont prêtes? Oui, c'est bon. Et puis il fait vraiment chaud ici. Ça, c'est bien pour les moustiques. Ils devraient bien voler. Pour la calibration, c'est bon? Oui, ça devrait être bon. Tu peux sortir un moustique, on va voir ce que ça donne. Super, on peut y aller. Le moustique est placé dans une chambre de vol miniature. Ses mouvements sont scrutés par 8 caméras, capables d'enregistrer 12 000 images par seconde. Pour l'étude du mouvement des insectes, avoir accès à des caméras haute vitesse comme celle-ci change complètement la donne. Le fait qu'elles soient numériques, qu'elles fonctionnent à une vitesse aussi élevée et qu'elles produisent des images de si bonne qualité, tout ça nous permet d'avoir une vision du vol de ces insectes qui était tout simplement inconcevable avant. Avant cette expérience, jamais de telles images n'avaient été enregistrées. Ici, l'action est 500 fois plus lente qu'à l'œil nu. Le vol du moustique prend une toute nouvelle dimension. Quand on voit ça, on se dit que c'est impossible. C'est impossible de battre des ailes avec une amplitude si faible et d'être capable de voler malgré tout. Alors comment ce vol est-il possible? Pour le savoir, l'équipe de Simon doit pousser plus loin ses investigations. Si on rassemble les prises de vue de chacune des 8 caméras, nous pouvons créer un modèle en 3 dimensions de l'insecte, de ses ailes, de son corps. Nous pouvons ensuite intégrer ce modèle à un programme informatique qui modélise l'écoulement de l'air autour des ailes. Cette modélisation révèle un phénomène jusqu'alors inconnu à l'arrière de l'aile. Quand le moustique bat des ailes, il perturbe l'air qui l'entoure et il est capable de profiter de ces turbulences pour générer de la portance. Car sa particularité, c'est de retourner ses ailes très rapidement. Une première fois avant de les ramener en arrière, puis une seconde avant de les rabattre en avant. Avec de telles rotations, l'arrière de l'aile est parfaitement positionné pour capturer au bon moment l'énergie des turbulences qui persistent dans son sillage. Un tourbillon se forme alors à l'arrière de l'aile. Il crée une dépression qui aspire le moustique vers le haut. Pour le moustique, des battements de faible amplitude ne sont donc pas un problème, car son vol repose sur une rotation rapide et ingénieuse de ses ailes. Lorsque nous avons découvert pour la première fois ce nouveau mécanisme, notre réaction immédiate a été « ça doit être une erreur ». Je pense qu'en tant que scientifique, il est toujours important de remettre en question ces découvertes, de les valider et de s'assurer qu'elles sont correctes. Nous avons filmé d'autres vols avec des installations différentes, des espèces de moustiques différentes, et à chaque fois, nous avons vu ce tourbillon à l'arrière de l'aile. Ça nous a confortés dans l'idée que ce phénomène existe bel et bien. Pour déjouer la gravité, les animaux volants sont passés maîtres dans l'art de manipuler l'air qu'ils traversent. Mais le vol ne se limite pas à rester en l'air. D'autres phases de vol, bien plus critiques, questionnent les chercheurs. Même les animaux volants les plus doués se retrouvent parfois sur la terre ferme. Cela signifie qu'ils ont dû atterrir et qu'ils vont devoir redécoller pour voler à nouveau. Il y a donc toute une série de problèmes que les animaux volants doivent résoudre en plus de simplement rester en l'air. Et pour les plus gros animaux, le plus grand défi, c'est le décollage. Les scientifiques ont longtemps pensé que plus un animal était lourd,
plus il lui était difficile de décoller. Un exemple extrême est venu remettre en cause ce modèle établi. Les ptérosaures étaient des reptiles volants, assez proches des dinosaures. Mais ce n'étaient pas des dinosaures. Ils sont connus pour avoir engendré les plus gros animaux volants de tous les temps. Et l'idée qu'une bête de 300 kg puisse se projeter dans les airs, ça défie notre entendement. Et pendant des décennies, ça a même fait obstacle à notre compréhension du vol des ptérosaures géants. 70 millions d'années avant les oiseaux, les ptérosaures sont les premiers vertébrés à acquérir le vol battu. Ces reptiles ont disparu en même temps que les dinosaures. Alors comment étudier le décollage d'un animal qui n'existe plus? C'est la question que se pose Tim Quaidy. Il dirige le Blue Rhino Studio à Minneapolis. Ici, les meilleurs paléo-artistes des États-Unis sculptent des animaux grandeur nature. Ça se passe bien? Et c'est un animal volant, le ptérosaure, qui a fait le succès du studio. Après des années à représenter les ptérosaures en posture de vol, Tim et son équipe se lancent un nouveau défi. Nous sommes vraiment fascinés par le décollage de ces animaux. Comment faisaient-ils pour se projeter dans le ciel? Quelle est la biomécanique derrière tout ça? Nous cherchons quelqu'un qui puisse répondre à ces questions pour nous et nous expliquer ce processus. Car un jour, nous aimerions représenter ça dans nos sculptures. Hey Michael! Hey Tim! Comment ça va? Merci de venir nous voir. Tim a fait appel à Michael Habib, spécialiste de la biomécanique du vol. C'est fou! C'est dingue, tu as créé un autre monde là-dedans. Ouais, on essaye. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, j'ai l'impression d'avoir pris une machine à remonter le temps en passant cette porte. Alors tu me montres? Regarde-moi ce gros bébé. Oh, waouh! Wow, c'est tellement différent quand tu le vois de près. C'est une toute autre expérience. Voici Quetzalcoatlus norstropy, l'un des plus grands ptérosaures jamais découverts. Un géant du ciel, large comme un avion de chasse. Un animal si énorme que sa capacité même à voler a longtemps divisé les scientifiques. Le problème de la taille, dans l'étude du vol animal, cette idée selon laquelle les différents groupes d'animaux volants ont des tailles maximales, est un problème sur lequel j'ai commencé à travailler quand j'étais étudiant. Et ce que j'ai découvert, c'est que le facteur limitant la taille d'un animal volant, c'est le décollage. Si vous êtes très grand, vous avez besoin de beaucoup de puissance pour avoir suffisamment de vitesse initiale et pour sauter suffisamment haut, afin d'avoir assez de place pour déployer vos ailes. J'ai démontré que le problème de la taille chez les ptérosaures pouvait être résolu si on arrêtait de penser que ces animaux devaient décoller comme des oiseaux. Les oiseaux ont un décollage bipède. Ce sont leurs pattes arrière qui donnent l'impulsion pour quitter le sol. L'étude de fossiles de ptérosaures géants a permis à Michael de comprendre que ces créatures, à la différence des oiseaux, avaient un décollage quadrupède. Pour un grand ptérosaure, il marche à quatre pattes. La première chose qu'il va faire, il va devoir s'accroupir, bander les muscles qu'il va utiliser pour le saut. Donc, il est complètement accroupi.
À ce stade, les ailes sont encore pliées. Ensuite, on arrive au moment où il se trouve dans une position très instable. Les découvertes de Michael ont conduit d'autres biomécaniciens à reconstituer l'ensemble des mouvements nécessaires à un décollage à 4 pattes. À partir d'une posture quadrupède, le ptérosaure s'accroupit. Il se voûte, puis bascule vers l'avant. C'est à ce moment précis que toute la tension accumulée dans les tendons des membres supérieurs se relâche pour catapulter l'animal dans les airs. L'ensemble de la séquence dure moins d'1 seconde. Le truc que je trouve dingue, c'est la vitesse. Parce que dans ma tête, il me semble qu'il devait... Je me dis, il devait aller au bord d'une falaise pour se laisser tomber, tu vois. Pour avoir du temps. Pas exploser comme ça, si rapidement. Il devait être terrifiant. Enfin, absolument flippant. Des animaux terrifiants. Pour un animal aussi grand, pour quelque chose qui fait la taille d'une girafe, exploser dans les airs en moins d'1 seconde, tu sais, c'est le temps qu'il nous faut pour donner un coup de pied. Ouais, c'est incroyable. Chez les ptérosaures géants, les forces exercées au décollage et lors du vol sont colossales. Elles briseraient les os de n'importe quel autre animal volant. Les squelettes de ces animaux, les ailes en particulier, sont soumis à des charges très importantes. D'abord, le poids de l'animal est supporté par les ailes. En plus, ils ont besoin de gros muscles pour battre des ailes. Ces muscles exercent sur les os des forces qui représentent plusieurs fois le poids de l'animal. Comment les ptérosaures parviennent-ils à avoir un squelette capable de résister à ces contraintes mécaniques tout en restant le plus léger possible? Les paléontologues ont découvert que les ptérosaures géants présentaient un cas hors du commun de pneumatisation. Leurs os, très larges, sont remplis d'air à 90%. C'est incroyablement utile pour les animaux volants. Et chez les ptérosaures géants, c'est poussé à l'extrême. Ce qui se passe, c'est qu'ils prennent la même quantité de matière et ils la dilatent. Ils agrandissent leurs os sans les rendre plus lourds. Et cela donne un rapport rigidité-poids très élevé. La rigidité d'un tube est proportionnelle à son diamètre à la puissance 4. Donc, si vous doublez le diamètre du tube, sa rigidité est multipliée par 16. Si vous prenez ce diamètre et que vous l'élargissez énormément, vous obtenez une structure incroyablement plus rigide. Au lieu de voir les animaux volants, et en particulier les grands ptérosaures, comme des genres de cerfs-volants ultra légers et fragiles, voyez-les plutôt comme de puissantes machines, très robustes et parfaitement conçues. À mesure que la science progresse, les animaux volants livrent peu à peu leurs secrets. Mais les maîtres du ciel n'ont pas fini de nous émerveiller. Car ces créatures ne se contentent pas de se déplacer dans les airs. Elles réalisent aussi d'éblouissantes prouesses. Records de vitesse, d'altitude ou de distance, ces dernières années, les scientifiques ont documenté des performances que l'on pensait impossibles. Nous avons équipé des chauves-souris, des molosses du Brésil, d'émetteurs radio. Et nous les avons suivis en avion. Et à notre grande surprise, leur vitesse de pointe approchait les 160 km/h. C'est complètement ahurissant.
Ce sont les vitesses de vol actifs les plus élevées jamais enregistrées chez les animaux. L'une des autres prouesses de vol vraiment incroyables, c'est la migration des oies à tête barrée. Elles volent au-dessus des sommets les plus élevés de l'Himalaya. Elles ont été vues volant à plus de 8000 mètres d'altitude. Et nous savons qu'elles disposent d'adaptations très spécifiques qui leur permettent de faire ça. Leurs fibres musculaires sont différentes. Certaines de leurs cellules sont différentes de celles des oies qui ne font jamais ce genre de vol. Ça vous donne une idée du type de pression qui sont exercées sur ces oiseaux lorsqu'ils réalisent ces prouesses. Les études sur ces formidables exploits soulèvent à chaque fois la même question. Comment les animaux volants accomplissent-ils de telles performances? L'une des réponses se trouve en Alaska, là où les oiseaux repoussent les limites de l'endurance animale. Quand je cours, j'aime repousser mes limites. Et j'aime comprendre ce qui détermine ces limites. J'essaie de faire la même chose avec les oiseaux migrateurs. Qu'est-ce qui influence les distances et les vitesses de leur voyage? Nathan Senner est un spécialiste des migrations extrêmes. Depuis 10 ans, il passe l'été à Beluga, au sud de l'Alaska, pour percer les secrets de l'un des oiseaux les plus endurants du monde, la barge hudsonienne. Parmi tous les oiseaux du monde, les barges sont capables d'accomplir les vols les plus longs que nous connaissons. Vous avez peut-être déjà vu ces films où le héros vole dans un ULM aux côtés d'oies sauvages pour comprendre leur migration. J'adorerais faire ça avec les barges. Mais il faudrait voler pendant plus de 7 jours non-stop. J'ai pas vraiment envie de faire ça. Nous devons donc trouver d'autres moyens de les suivre pour en apprendre plus sur leur voyage. Chaque année, les barges hudsoniennes migrent du sud du Chili à l'Alaska. Un périple transcontinental exceptionnel de près de 15 000 km. Nathan Senner et son équipe veulent savoir comment ces oiseaux réalisent une telle migration. Elle va rester posée sur cet arbre. Lindy est une barge hudsonienne femelle. Elle s'apprête à couver ses œufs. Son nid est au sol, camouflé dans ses hautes herbes. Pour leurs recherches, les scientifiques doivent attraper Lindy. L'année dernière, ils ont fixé une balise sur sa patte. Il faut la récupérer à tout prix, sinon les données sur le voyage de l'oiseau seront perdues. Bon, gardez un œil sur cet endroit au cas où elle s'envole. Ils doivent d'abord localiser son nid, car la capture ne peut avoir lieu que pendant la couvaison, quand l'oiseau n'est pas sur ses gardes. Je l'ai perdue. Je l'ai vue descendre. Tu la vois? Elle est où? Elle vole. Ah, je l'entends crier. On dirait qu'elle vole. Elle part vers l'est. Lindy a disparu.
les chercheurs changent de méthode. Ils passent la tourbière au peigne fin pour trouver son nid. Là, prenons ce passage. Notre projet repose vraiment sur notre capacité à trouver des nids. Si nous ne trouvons pas de nid, nous n'avons pas de données. Et cette tourbière n'est vraiment pas le genre d'endroit facile à explorer. Ça pourrait être l'oiseau que nous cherchons. Tu vois l'oiseau? Ouais. Oh mon Dieu! Il s'est passé quoi? C'est à cause du vent. Elle a pu se faufiler sous le filet et s'échapper. Quand on travaille avec des oiseaux sauvages, ils cherchent forcément à s'enfuir. Là, c'est arrivé et tout ce que nous pouvons faire, c'est de la laisser se remettre de ses émotions pendant quelques jours et ensuite nous pourrons réessayer. Deux jours plus tard, Feipang, tu peux étendre un peu plus le filet de ton côté, s'il te plaît? les ornithologues retentent leur chance. Tiens-le bien, Eden. Nous avons un oiseau avec une balise. Je suis vraiment content. C'est un oiseau que nous suivons depuis 4 ou 5 ans maintenant. Avoir des données sur autant de migrations successives, c'est génial. Les chercheurs mesurent d'abord les caractéristiques morphologiques de l'Indy. 60,8. Nathan récupère ensuite la balise de géolocalisation. Là, il faut vraiment faire attention. Les pattes sont la partie la plus délicate. Voilà. La miniaturisation des balises a totalement révolutionné notre compréhension de la migration des oiseaux. Avant, pour savoir où se trouvait un oiseau, il fallait espérer qu'une personne, quelque part dans le monde, l'aperçoive par hasard. Dans cet appareil de seulement 1 gramme, sont stockées les données de localisation quotidienne de l'oiseau depuis 1 an. Mais cette balise ne transmet pas ces informations à distance. Nous devons la récupérer pour extraire ce qu'elle contient. Tout est là-dedans. C'est donc un dispositif vraiment important pour nous. Dans leur refuge, les chercheurs extraient les données de la balise. Pendant 1 an, toutes les 5 minutes, l'appareil a enregistré les variations de la lumière du Soleil. Ces mesures, associées à des positions sur le globe terrestre, permettent de retracer la migration depuis l'île de Chiloé, au Chili. J'adore regarder la copie des données. Tu sais, on a le sentiment que notre protocole a fonctionné et qu'on va enfin savoir. Ok, jetons un œil à la carte. Alors, cet oiseau ne s'est arrêté qu'une seule fois au Nebraska. Ça fait donc environ 10 000 km depuis l'île de Chiloé. 10 000 km en 5 jours, sans la moindre pause pour manger ou dormir. Après une escale au centre des États-Unis, l'Indy a terminé son voyage d'une traite. Encore 4 000 km sans s'arrêter. Un exploit d'endurance mais aussi de vitesse. Les données indiquent que l'oiseau volait en moyenne à 70 km/h. Cet oiseau a vraiment dû foncer. Pour voler aussi vite, il devait avoir un sacré vent arrière. En combinant des données sur les vents du Pacifique avec l'itinéraire des oiseaux, Nathan, avec d'autres chercheurs, a pu expliquer l'un des secrets de ce vol longue distance. Nous avons découvert quelque chose d'incroyable.
la capacité de ces oiseaux à utiliser les vents. On dirait qu'ils savent où se trouvent les différents régimes de vent et comment en tirer parti. Et ces vents rendent leur migration beaucoup plus facile. Pour économiser leurs forces, les barges hudsoniennes sont capables d'utiliser les vents les plus favorables à leur long périple. La réussite de leur migration dépend donc autant de leur incroyable endurance que de leur mystérieuse faculté de navigation. L'endurance des barges hudsoniennes est tout simplement phénoménale. Et pour couronner le tout, le fait qu'elles naviguent sur des milliers de kilomètres au-dessus de ce qui pour nous semble être un océan sans repère est encore plus incroyable. Se repérer dans les airs. La forme la plus complexe de navigation animale. Les animaux volants sont particulièrement doués dans cet exercice délicat. Les humains, eux, avec leur sens adapté à la terre ferme, sont facilement désorientés dans le ciel. Au tournant du XVIe siècle, Léonard de Vinci avait déjà compris qu'un humain ne pouvait pas seulement compter sur ses yeux et ses oreilles pour piloter un aéronef. Eduardo Zanon a construit de nombreuses machines volantes imaginées par Léonard. Ces ornithoptères sont exposés ici, au musée Leonardo Tre de Milan. En examinant un vélo volant dans le Codex Atlanticus, Eduardo a relevé la présence d'une invention oubliée. Le premier instrument de bord de l'histoire. Cet outil fonctionnait comme ça. Quand la machine était à l'horizontale, le battant de la cloche était au centre. Lorsque la machine penchait à droite ou à gauche, pour Léonard, le battant devait toucher les bords de la cloche. Et donc, Léonard écrit: si vous voulez voler bien droit avec la machine volante, vérifiez toujours que le battant de la cloche est au centre et ne touche pas les bords. Aujourd'hui, nous retrouvons le principe de cet instrument dans tous les aéronefs. C'est l'horizon artificiel. Il est indispensable au pilotage. Lorsque vous entrez dans un nuage, par exemple, vous perdez le contact visuel avec le sol. Alors vous ne savez pas si votre avion vole tout droit, mais l'instrument, lui, vous l'indique. Avec leur sens aiguisé, les animaux volants aussi ont des instruments de bord. Ils leur confèrent un sens de l'orientation qui dépasse notre entendement. Des recherches récentes lèvent le voile sur ces étranges pouvoirs. En France, près de Marseille, un petit ornithoptère fait son baptême de l'air. Aux commandes, les bioroboticiens Franck Ruffier et Abdoullah Ndoye. Allez, ramène-le. Hop, c'est pas mal. Il y a le potentiel, quoi. Ouais, il vole bien, là, il vole bien. Les deux scientifiques cherchent à transformer cet oiseau mécanique en robot capable d'effectuer seul des vols de reconnaissance. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer de cette configuration pilotée à la télécommande à une configuration beaucoup plus autonome en extérieur. Le fait de le faire fonctionner en milieu naturel, ça nous permet d'avoir des nouvelles idées, en fait, de comment on pourrait imaginer le futur contrôle de cette machine volante en extérieur. Pour naviguer dans les airs sans pilote, les machines doivent être dotées d'instruments. Mais comment embarquer la moindre sonde, le moindre GPS, sur un appareil d'à peine 10 grammes? Et si la solution se trouvait dans la nature? On s'intéresse beaucoup à la navigation des insectes et on pense que c'est en regardant notamment la navigation des insectes qu'on va pouvoir rendre ce robot beaucoup plus autonome. Pour Franck Ruffier,
La clé de l'autonomie des robots volants se trouve chez une virtuose de la navigation, l'abeille. Les abeilles sont particulièrement douées en navigation car elles arrivent en fait à revenir sur une fleur qu'elles ont précédemment en fait butinée. Elles arrivent donc à s'orienter par rapport à cette fleur et par rapport à la ruche. Grâce à son sens de l'orientation surdéveloppé, une abeille est capable de retrouver au centimètre près un endroit situé à des kilomètres de son point de départ. À l'échelle de l'abeille, c'est quelques kilomètres qu'elle peut faire entre la fleur et sa ruche. C'est énorme. Si on regarde la taille d'une abeille, une taille d'une abeille, c'est peut-être 1 centimètre, 1,5 centimètre. Si on compare ça à quelques kilomètres, c'est une distance énorme qu'elle est capable de faire à chaque aller-retour pour ramener un petit peu de nectar dans la ruche. Les abeilles peuvent compter sur des instruments de bord très performants. Leurs antennes, leurs poils, mais surtout leurs yeux. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur la vision de l'abeille. On sait que c'est l'une de leurs principales modalités sensorielles pour naviguer. Depuis 20 ans, Franck Ruffier étudie le rôle de la vision dans la navigation de l'abeille. Ses recherches se concentrent sur le défilement du paysage, aussi appelé flux optique. Lorsqu'elle vole, l'abeille voit le paysage défiler. Elle perçoit le flux optique, comme nous, lorsque nous regardons à la fenêtre d'un train. Cette information visuelle aiderait l'abeille à retrouver son chemin vers la ruche. Franck Ruffier cherche à mesurer le flux optique perçu par l'abeille. Ces rayures constituent un paysage simplifié que les abeilles voient défiler quand elles volent dans le dispositif. Ouais, ce serait bien. Elle va rentrer l'abeille. Alors, on attend qu'elle rentre. Là, il y en a une qui est proche. On peut quantifier dans ce genre de chambre de vol le flux optique qu'elle perçoit à la fois au sol, sur les côtés. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est quantifier les choses pour mieux les modéliser et ensuite, éventuellement, pour mieux les transmettre sur un robot. Les données acquises sur le flux optique des abeilles ont permis aux bioroboticiens de développer un système de localisation. Une alternative au GPS qu'ils vont tester sur un drone d'essai. L'appareil est équipé de capteurs de flux optique. Des yeux artificiels ultra légers. Bon, il y a un bon angle entre les deux là, c'est bien. Alors, ouais, celui-là est... Alors, ça c'est bon. La chercheuse Lucia Bergantine a programmé le drone pour qu'il reproduise le système de navigation des abeilles. L'algorithme embarqué dans la machine doit calculer la distance parcourue depuis son point de départ à partir d'une seule mesure, le défilement du paysage. C'est bon, Franck? Tu Oui, c'est parfait, on localise parfaitement le drone. Si l'essai se passe comme prévu, le drone pourra obtenir des informations sur sa position sans GPS. Une première mondiale. Voilà, c'est parti. Mettez-le. Quand la machine navigue dans la chambre de vol, elle perçoit bien le défilement du motif placé au sol. Pour varier les points de vue et enrichir ses mesures de flux optique, elle oscille de haut en bas, comme le ferait une abeille. Ça marche, hein? Oui, ça marche. Nickel. C'est vrai. Ça va faire une super trajectoire. Là, ça a l'air bien.
Le test est une réussite. À partir du flux optique, le drone déduit correctement la distance parcourue depuis son point de départ. Cette capacité de faire des allers-retours tout en mesurant la distance parcourue, c'est totalement innovant. Ça n'a jamais été fait sur la seule base des capteurs de flux optique. Auparavant, il fallait des caméras avec des millions de pixels ou des lidars pour le faire. Ici, on a montré que sur la seule base du flux optique et de ses oscillations, on était capable d'obtenir cette distance parcourue. Le succès de cette expérience confirme la pertinence de la bio-inspiration. Il permet d'entrevoir l'avenir des robots volants, des machines furtives et agiles capables de naviguer dans les airs sans pilote. Mais c'est à une toute autre échelle que les animaux volants vont véritablement bouleverser l'aéronautique. Au XXe siècle, nous avons conquis les airs au prix de dépenses énergétiques faramineuses. Ce modèle est aujourd'hui dans l'impasse. L'aviation doit se réinventer pour réduire son impact sur l'environnement. Pour les décennies à venir, les industriels affichent un objectif ambitieux, le transport aérien zéro émission. Mais comment y parvenir? Denis Darrac, aérodynamicien chez Airbus, fait partie de ceux qui cherchent des solutions. Depuis l'émergence des jets dans les années 60, on voit bien que les avions, visuellement, n'ont pas changé. On a un tube avec une aile. On arrive un peu au bout de ce concept. Pour arriver aux zéro émission, il faut quand même de la technologie de rupture. Les animaux volants pourraient détenir les clés de cette rupture technologique. Leur corps s'est adapté pour réduire au maximum les dépenses énergétiques. Pour s'en inspirer, les scientifiques reviennent aux fondements établis par Léonard de Vinci. À Milan, l'équipe du musée Léonard-d'Autré achève la construction d'une machine qui incarne à elle seule toute la démarche bio-inspirée de Léonard. La libellule mécanique est une machine magnifique. Ce qui est intéressant ici, c'est que Léonard essaie de traduire en termes mécaniques ce que la nature exprime en termes biologiques. À travers ce projet de machine volante, Léonard a souhaité faire passer un message à ses successeurs. Léonard a conçu ce projet sur le folio 1051 du Codex Atlanticus, au verso du manuscrit. Il invite le lecteur à aller observer les libellules. Il écrit « Rends-toi près des mares et tu verras voler des panicole nere. Tu verras des libellules. » Je trouve ça très beau. J'y vois une invitation pour ceux qui veulent s'essayer à l'ingénierie, à construire notre machine. Cette invitation à s'inspirer de la nature trouve un écho considérable au sein de la nouvelle génération de scientifiques engagés dans la décarbonation de l'aéronautique. Oh wow. Il y en a plein dans l'arbre. En Allemagne, la corneille mantelée est la plus courante. Alors qu'en France, par exemple, la corneille noire est l'espèce prédominante. À Berlin, l'ingénieur Lucas Kilian s'inspire des ailes des corneilles pour ses recherches sur l'économie du vol. Nous avons des avions à voilure fixe. Ils ne peuvent pas changer la forme de leurs ailes. Elles sont fixes. Et on a des choses comme les drones quadricoptères, qui sont très agiles, mais qui dépensent beaucoup d'énergie. Si nous pouvions reproduire ce que la nature a conçu au cours de l'évolution, nous pourrions fabriquer des aéronefs bien plus économes.
Chez les corneilles, en bout d'aile, l'écartement des plumes forme des fentes. Une surface aérodynamique sophistiquée que l'on commence tout juste à comprendre. Quel incroyable miracle d'ingénierie biomécanique. Alors, salut toi. Cette plume, c'est une rémige primaire. Ça, c'est une rémige secondaire. Les rémiges secondaires sont situées près du corps de l'oiseau, alors que les rémiges primaires sont situées à l'extrémité, c'est-à-dire au bout des ailes. Comme vous pouvez le voir, les rémiges primaires deviennent plus fines vers la pointe. Et c'est cette forme qui donne les fentes au bout des ailes. Ces fentes permettraient-elles aux corneilles de réduire leurs dépenses d'énergie? Pour tester cette hypothèse, Lucas s'est lancé dans une aventure scientifique qui a bouleversé sa vision de l'aérodynamique des oiseaux. Ce projet a commencé il y a 2 ans et demi. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Il y a eu tellement de prototypes, tellement d'erreurs à corriger. Je me suis demandé plusieurs fois si c'était raisonnable de continuer. Lucas a adopté une approche bio-inspirée et a mis au point une aile de corneille artificielle. Cette approche est très similaire à celle adoptée par Léonard de Vinci il y a 500 ans. Elle consiste à regarder la nature pour concevoir un prototype mécanique. Lucas assemble aujourd'hui la dernière version de son invention. Ce modèle, le plus abouti, imite la structure et les principaux mouvements d'une aile de corvidé. Alors maintenant, quand on a toutes les plumes sur le prototype et qu'on déplie l'aile, on voit que les rémiges primaires forment des fentes bien distinctes. Et ça, c'est dû à l'imitation de la forme des plumes des corneilles. L'ingénieur doit désormais tester son prototype. À la soufflerie de l'Université technique de Berlin, il peut étudier l'aérodynamisme de son aile mécanique comme si elle évoluait dans les airs. La configuration ici est fondamentalement la même que si l'oiseau volait dans le ciel. Nous avons le fluide qui s'écoule autour de l'aile. C'est comme si l'aile se déplaçait dans le fluide. L'aile est montée sur une balance qui mesure les forces aérodynamiques. Pour déterminer le rôle des fentes, Lucas va mesurer une force en particulier, la traînée. La traînée est la manifestation de la résistance de l'air. Elle s'oppose à la force de poussée, c'est-à-dire à l'avancée de l'oiseau. Au bout des ailes, une composante de la traînée induite, est associée à des tourbillons qui perturbent l'écoulement de l'air et freinent considérablement le mouvement. Ce phénomène est très important sur les avions de ligne. C'est la cause de dépenses énergétiques qui se chiffrent en millions de litres de kérosène chaque année. C'est l'heure de vérité pour l'aile mécanique de Lucas. L'expérience va-t-elle révéler une réduction de la traînée induite? L'ingénieur présente les résultats à son superviseur. Qu'en est-il de la traînée induite?
Elle se comporte comme prévu? Oui, ça correspond à notre hypothèse. Sur l'écran, vous pouvez voir que pour un même coefficient de portance, la traînée induite est nettement plus faible ici, quand l'aile est dépliée, comparée à ici, avec l'aile pliée. Quelle est la cause de cette différence? Pour le savoir, il faut visualiser l'écoulement de l'air avec un fil placé dans le sillage de l'aile. Lorsque le prototype est plié, le fil tourne à toute vitesse. Il révèle un puissant tourbillon à l'extrémité de l'aile. En revanche, quand le prototype est déplié, les turbulences sont beaucoup plus difficiles à identifier. J'essaie de trouver des vortex au bout de l'aile. Voilà, là j'en ai un. Mais il est très faible. Les tourbillons se dissipent très vite. Impossible de suivre leur trajectoire. Avec cette expérience, Lucas a démontré que les fentes cassent le tourbillon qui se forme au bout des ailes. Cette fragmentation génère des tourbillons plus petits et diminue ainsi la traînée induite. Grâce à cette formidable invention de la nature, les oiseaux aux ailes fendues réduisent leurs dépenses énergétiques. En aéronautique, les plumes de bout d'aile de ces oiseaux inspirent des dispositifs d'économie d'énergie très efficaces. Toulouse, dans les usines d'Airbus. Denis Darrac suit l'assemblage d'un A320 Neo. C'est notre avion court-courrier. C'est un avion qui est aujourd'hui une référence en termes d'économie de carburant. La fabrication de l'avion se termine par une étape délicate. La fixation d'une ailette de bout d'aile de plus de 2 mètres de haut. Il faudrait que tu lèves, parce que pour moi, ça irait. Allez, moi, je suis vachement haut. Toi, t'es vachement haut. Ouais. Ce dispositif, inspiré des grands rapaces, doit lutter contre les turbulences en bout d'aile. Lorsqu'on a ajouté ce dispositif, on a observé une augmentation de performance de 4%. C'est-à-dire que l'avion consomme en moyenne 4% de carburant moins. Pour un produit qui est hyper optimisé comme l'avion, je peux vous garantir que déjà gagner 1,5%, c'est quelque chose de très compliqué pour les ingénieurs. Et grâce à ce dispositif qui est assez simple, qui a été inspiré de la nature, on obtient un chiffre assez spectaculaire, je dirais, de 4%. Les fabricants cherchent à aller encore plus loin et se concentrent sur la structure des ailes. Très rigide, elle gaspille beaucoup d'énergie. Pour régler ce problème, les ingénieurs espèrent percer l'ultime secret des maîtres du ciel, la déformation des ailes. Aussi appelée morphing, elle a été identifiée pour la première fois en 1505 par le père de la bio-inspiration. Léonard de Vinci a vraiment une intuition très très forte. Effectivement, il s'est rendu compte que le morphing qui était en jeu dans le monde animal n'était pas là simplement par chance ou pour faire joli, mais avait vraiment une fonction clé dans le vol. Il avait mis le doigt sur un élément essentiel de la performance aérodynamique des animaux volants. La création d'ailes déformables est le Graal des ingénieurs qui conçoivent les avions de demain. Pour l'atteindre, ils doivent comprendre le morphing chez les animaux. Dans une série de manuscrits, Léonard de Vinci décrit ce super pouvoir chez le plus agile des animaux volants, la chauve-souris. Dans ses notes, Léonard de Vinci écrit sur les chauves-souris et les insectes. Il explique comment les membranes déformables des ailes des chauves-souris leur permettent d'effectuer des virages rapides et serrés, des manœuvres indispensables pour capturer les insectes. Je ne sais pas si de Vinci a réellement pu voir ces interactions chauve-souris-insectes,
Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que nous pouvons ralentir. Nous pouvons examiner en détail comment les chauves-souris manœuvrent, comment elles utilisent la membrane de leurs ailes pour capturer des insectes. Et, sans surprise, De Vinci était des centaines d'années en avance sur son temps. Et nous sommes juste en train de rattraper ses idées. Chaque nuit, une lutte s'engage dans le ciel. Un combat pour la survie entre les chauves-souris et les papillons de nuit. En Arizona, des scientifiques tentent d'observer cette bataille nocturne. Pour étudier les chauves-souris et les insectes, nous devons rester éveillés toute la nuit et devenir comme eux. Nous commençons quand la nuit tombe et nous travaillons jusqu'à l'aube. En faisant ça, on a la chance d'observer des animaux que peu de gens ont vus ou étudiés avant nous. Ok, voyons ce que nous avons sur le drap. Belle diversité. Ouais. Oh, prenons celui-là. Alors, est-ce qu'on peut le mettre dans le pot? Lui, je voudrais vraiment le lâcher dans la tente avec les chauves-souris. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le biologiste Aaron Corcoran étudie les interactions proie-prédateur entre les papillons de nuit et les chauves-souris. Le chercheur va tester les performances de vol des chauves-souris face à ces insectes. C'est une noctuelle. Elle a des oreilles adaptées aux fréquences des chauves-souris. Quand ce papillon entend une chauve-souris arriver, il plonge pour l'esquiver avant qu'elle ne l'attrape. Essayons de la faire entrer dans le pot. Voilà. Ok, on a plein de friandises pour les chauves-souris. Pendant ce temps, une seconde équipe capture les prédateurs. Oh mon Dieu, il y en a une ici. Je l'avais même pas vue. Les chauves-souris. On dirait bien une sérotine brune. La nuit prochaine, les scientifiques vont lâcher cette chauve-souris à la poursuite des insectes capturés par Aaron. Le jour se lève sur le site de recherche. Nous sommes au cœur des montagnes Chiricahua, dans le sud de l'Arizona. L'équipe de biologistes prépare l'expérience du soir. Les chauves-souris et les insectes sont incroyablement difficiles à étudier. Ils volent au-dessus de nous la nuit quand nous ne pouvons pas les voir. Et nous sommes parmi les premiers au monde à amener toute cette technologie en milieu naturel et à pouvoir filmer ces animaux sur le terrain. Ce dispositif vidéo infrarouge a nécessité 10 ans de mise au point. Il doit enregistrer la chasse nocturne des chauves-souris, impossible à suivre à l'œil nu. À la nuit tombée, l'expérience commence enfin pour Aaron et ses collègues. À peine relâchée, cette chauve-souris rousse se lance à la poursuite des papillons de nuit. Wow, une capture. Vous l'avez eue? Jolie prise. Génial. Toute la nuit, les chercheurs vont enregistrer le plus de captures possible.
Déclenche. Celle-là, elle était bien. Le lendemain, Aaron partage les enregistrements avec Sharon Swartz, la spécialiste mondiale du vol des chauves-souris. C'est magnifique. Oh, elle l'a eu. Ouais. Super. Les vidéos ralenties révèlent un véritable combat aérien entre les chauves-souris et leur proie. L'animal, avec le vol le plus performant, remporte le duel. Vous pouvez voir que la chauve-souris identifie le papillon, amorce une manœuvre, tourne, et ensuite elle fait un deuxième virage pour que son corps et sa bouche soient parfaitement alignés avec le papillon. Je pense que c'est le genre de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé sans des données de terrain comme celle-ci. Pirouettes, piquets, virages, les images dévoilent l'incroyable agilité des chauves-souris. C'est en modifiant la forme de leurs ailes en cours de vol qu'elles réalisent ces époustouflantes acrobaties. Les chauves-souris doivent avoir un contrôle très précis de tous les paramètres de leur appareil de vol. Nous voyons que la façon dont elles utilisent leurs ailes compte vraiment dans la réussite d'une capture. Le morphing est donc la clé des performances aérodynamiques des chauves-souris. Cela pourrait-il être aussi une piste d'innovation pour les avions décarbonés de demain? Les chauves-souris disposent de différents mécanismes qui réduisent le coût du vol. Le nombre extrême d'articulations de son aile pourrait contribuer à ces économies d'énergie. Université Brown, près de Boston. Ici, biologistes et ingénieurs unissent leurs forces pour mieux comprendre le morphing chez la chauve-souris. Ensemble, ils enregistrent les vols en soufflerie de plusieurs spécimens. Ça s'est bien passé? Oui, à mon avis, c'est plutôt pas mal. On a des chauves-souris qui volent super bien aujourd'hui. Pour le prochain vol, commençons à 4 mètres par seconde. On devrait pouvoir finir les essais comme ça. Ok, parfait. Avec les données recueillies, les scientifiques peuvent décomposer le mouvement complexe des ailes en mouvements élémentaires plus simples. Le premier d'entre eux est probablement le plus important. C'est la capacité des chauves-souris à plier leurs ailes. Le poignet de la chauve-souris se trouve ici. Elle peut plier et déplier son aile au niveau du poignet. Ce changement de la forme de l'aile peut réellement modifier la façon dont l'air est déplacé pendant le battement. Voici Flapperoo, un robot inspiré du vol des chauves-souris. Cette machine unique en son genre doit permettre aux chercheurs d'étudier le pli de l'aile. Nous nous concentrons sur la façon dont le pli de l'aile peut influencer les performances aérodynamiques. Pour cela, nous utilisons des formes très simplifiées. Ça nous aide à démêler ce phénomène complexe. Le mouvement est vraiment bien. Quels sont les différents angles de l'aile? Pour le battement, c'est environ 40 degrés. Et pour le pli de l'aile, c'est un angle de 50 degrés. Les tests en soufflerie montrent que le pli de l'aile améliore la production de portance. Grâce à ses ailes articulées,
Flapperoo doit ainsi fournir moins de puissance pour voler. Un second mouvement de l'aile des chauves-souris intéresse les chercheurs de l'université Brown. Nous savons que les chauves-souris modifient aussi la cambrure de leurs ailes. Et cela pourrait avoir une importance considérable sur le plan aérodynamique. La cambrure, c'est la courbure d'une aile de l'avant vers l'arrière. Si je courbe l'aile de cette peluche, si je rabats le bord avant et le bord arrière vers le bas, le milieu de l'aile se retrouve au-dessus. Nous obtenons une sorte d'arc. Et cet arc donne à l'aile une portance supplémentaire. Si l'aile est plate, lorsqu'elle est en mouvement dans l'air, elle générera un certain niveau de portance. Maintenant, si nous prenons exactement la même aile, mais que nous augmentons sa cambrure, la portance va augmenter. Kenny Breuer et le roboticien Xiaozhou Fen rêvent de concevoir un robot capable de reproduire ce mouvement. Pour atteindre cet objectif, ils doivent d'abord adopter une approche mathématique afin de mieux comprendre le rôle de la cambrure dans le vol des chauves-souris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardons ça. À partir de l'observation de chauves-souris en soufflerie, Xiaozhou a développé une modélisation numérique. Elle simule les variations de la cambrure en fonction de la vitesse de vol. Plus la chauve-souris va vite, plus elle réduit la cambrure de ses ailes. Ça réduit la traînée lorsqu'elle vole vite. Oui, en fait, le poids reste le même, mais à mesure que la vitesse augmente, le coefficient de portance nécessaire pour voler diminue. Donc la chauve-souris peut réduire sa cambrure et elle a moins de puissance à fournir pour rester en l'air. C'est vraiment une stratégie ingénieuse. Les derniers calculs de Xiaozhou montrent qu'un contrôle continu de la cambrure permettrait à un robot chauve-souris d'être jusqu'à 18% plus économe. Les recherches des ingénieurs et des biologistes de l'université Brown prouvent ainsi que des machines inspirées par la flexibilité des animaux volants peuvent dépenser moins d'énergie. Partout dans le monde, les projets aéronautiques les plus audacieux se multiplient. Intégrer le morphing à ces appareils promet des économies d'énergie considérables. À Toulouse, Airbus réalise déjà des vols d'essai pour tester une aile révolutionnaire, articulée et déformable. Une voilure capable de se plier pour réduire les déperditions d'énergie. L'objectif, c'est de réduire entre les 5 et les 10% la consommation de carburant sur un vol commercial. À Turin, l'entreprise italienne Leonardo intègre elle aussi la technologie morphing à un avion de transport ultra performant. Demain, d'autres super pouvoirs des animaux volants changeront le visage de l'aéronautique. Chaque jour, nous apprenons de nouvelles choses. Et ça ouvre de nouvelles pistes pour la recherche et les applications technologiques. Aux États-Unis, la NASA travaille sur une aile volante fonctionnant comme un ptérosaure. Cet appareil pourrait être le premier planeur à survoler la planète Mars. La méthode bio-inspirée, insufflée par Léonard, n'a jamais été aussi vivante. Toutes les découvertes que nous faisons aujourd'hui s'appuient sur des connaissances établies par les scientifiques qui nous ont précédés, depuis l'époque de Léonard de Vinci. Des ornithoptères de Léonard de Vinci aux avions de demain, les animaux volants ont été et seront toujours à nos côtés pour nous aider à accomplir notre plus grand rêve.
Aurions-nous conquis le ciel si les oiseaux, les chauves-souris et les insectes ne nous avaient pas montré la voie? Je n'en suis pas sûre. Il y a tellement de choses qui paraissent impossibles. Mais vous savez, la nature, elle trouve toujours une solution.